go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Le 20 juillet 1969, alors que le monde entier retenait son souffle, la NASA a atteint un objectif littéralement hors du commun. Envoyer les premiers hommes sur la Lune. One small step for man, one giant leap for mankind. C'était il y a plus de 53 ans. Des années plus tard, le 19 décembre 1972, la dernière mission de la NASA sur la Lune a eu lieu. Près de 50 années plus tard, la NASA n'a toujours pas envoyé un autre humain sur la Lune. Malgré les progrès de la technologie et de la sensibilisation croissante, la NASA n'a pas été en mesure de reproduire le succès des années 70. Que s'est-il passé? Dans cette vidéo, nous explorons la véritable raison de l'échec de la NASA à envoyer d'autres astronautes sur la Lune depuis des décennies. L'un des plus proches voisins de la Terre est la Lune. Cependant, comme la distance est mesurée à l'échelle cosmique, cela représente quelques 384 000 km. Si vous pouviez vous rendre sur la Lune en voiture, il vous faudrait plus de 6000 heures à une vitesse de 65 km/h. Les vols habités vers la Lune prennent plus de temps que les missions sans équipage, car la NASA doit évidemment faire attention pour que les astronautes puissent atterrir en toute sécurité. En moyenne, les 9 missions de la NASA avec équipage sur la Lune, y compris Apollo 8, Apollo 10, Apollo 13 et les 6 missions qui se sont effectivement posées sur la surface, ont mis un peu plus de 78 heures ou 3 jours et 6 heures pour atteindre l'orbite lunaire. La mission la plus rapide a été Apollo 8, qui a mis 2 jours, 21 heures et 8 minutes. Tandis qu'Apollo 17 a été la plus longue, avec un temps de 3 jours, 14 heures et 41 minutes. Ces temps incluent le temps passé en orbite terrestre. La Lune a suffisamment fasciné les humains pour que nous osions envoyer certains d'entre nous au-delà de l'énorme distance pour vérifier les choses. En contemplant la Lune la nuit, vous êtes-vous déjà demandé d'où elle venait? Il existe plusieurs théories quant à l'origine du satellite de la Terre, et vous pouvez choisir n'importe laquelle. Selon l'hypothèse de l'impact géant, la Lune s'est formée lorsqu'un objet s'est écrasé sur la Terre à ses débuts. La Terre elle-même est issue d'un nuage de poussière et de gaz en orbite autour du jeune Soleil. Le système solaire primitif était un endroit violent. Et un certain nombre de corps ont été créés qui ne sont jamais devenus des planètes à part entière. Si Pluton vient à l'esprit comme un exemple de ces corps, l'un d'entre eux s'est écrasé sur la Terre peu de temps après la création de la jeune planète. Connu sous le nom de Theia, ce corps de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre, projetant dans l'espace des morceaux vaporisés de la croûte de la jeune planète. La gravité est intervenue en liant ensemble les particules éjectées, et c'est ainsi que la Lune, le plus grand satellite du système solaire par rapport à sa planète hôte, a vu le jour. Ce type d'origine expliquerait pourquoi la Lune est composée principalement d'éléments plus légers, ce qui la rend moins dense que la Terre. En fait, la matière qui l'a formée provient de la croûte tout en laissant intact le noyau rocheux de la planète. En se rassemblant autour de ce qui restait du noyau de Theia, la matière se serait centrée près du plan écliptique de la Terre, la trajectoire du Soleil dans le ciel, là où la Lune orbite aujourd'hui. Un point au moins à l'appui de cette théorie est que la Terre et la Lune ont des compositions similaires. Il existe également la théorie de la conformation, qui est encore plus intéressante. Le principe de cette théorie est que les lunes peuvent se former en même temps que leur planète mère. La gravité aurait fait en sorte que les matériaux du système solaire primitif se rapprochent les uns des autres au même moment où la Terre s'est formée à partir de particules se liant entre elles grâce à la gravité. Un tel système planète-lune aurait une composition similaire, ce qui est effectivement le cas. Ce type de lune serait également situé à l'endroit même où se trouve la Lune. La scientifique Robin Canup a proposé que la Terre et la Lune se soient formées en même temps, de cette façon, lorsque 2 objets massifs 5 fois plus lourds que Mars sont entrés en collision. Apparemment, il doit y avoir une collision pour que quelque chose se forme dans le cosmos. La théorie de Canup poursuit en disant qu'après la collision, les 2 corps de taille similaire se sont ensuite recollés. Oui, une autre collision. La Terre s'est alors formée et a été entourée d'un disque de matière qui s'est combiné pour former la Lune. Et voici la 3e théorie, qui heureusement n'implique aucune collision avec la Terre. La gravité de la Terre a peut-être happé un corps de passage, l'a piégé et l'a fait sien. Ce n'est pas si étrange dans le cosmos, car d'autres planètes ont obtenu leur lune de la même manière. C'est le cas de Mars et de ses lunes jumelles Phobos et Deimos. Selon cette théorie, un corps rocheux formé ailleurs dans le système solaire aurait pu être attiré en orbite autour de la Terre. Cependant, ces orbiteurs ont souvent des formes bizarres plutôt que des corps sphériques comme la Lune. De plus, leur trajectoire n'a pas tendance à s'aligner sur l'écliptique de leur planète mère, comme c'est le cas pour la Lune.
Indépendamment de la façon dont la Lune a vu le jour, au début des années 60, les États-Unis étaient intéressés par l'envoi d'humains sur la Lune. L'effort a officiellement commencé lorsque le président J.F. Kennedy a lancé un appel à une session conjointe spéciale du Congrès le 25 mai 1961. Il a déclaré en partie « Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif, avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. » Cependant, l'histoire des missions de la NASA sur la Lune ne serait pas complète sans la mention de la course à l'espace impliquant l'Union soviétique et les États-Unis. Quelques semaines avant le discours de Kennedy, la Russie avait lancé Youri Gagarin dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial qui a tourné autour de la Terre, décrochant ainsi le titre de premier homme dans l'espace. Les États-Unis, en tant que nation, voulaient faire un pas en arrière, ce qui a assuré un grand soutien au programme lunaire de Kennedy, connu sous le nom de mission Apollo. 5 ans après le discours du président, la NASA était prête à mener la première mission Apollo non habitée. Cependant, lorsque l'agence spatiale a essayé de lancer une mission habitée depuis le centre spatial Kennedy de Cap Canaveral en Floride, une tragédie s'est produite. Un incendie se déclare et tue 3 astronautes. Mais ce revers n'arrêtera pas une nation déterminée. 18 mois plus tard, Apollo 7, la première mission habitée, se mettait en orbite avec succès autour de la Terre et testait la plupart des systèmes sophistiqués qui allaient conduire les astronautes sur la Lune. Si beaucoup de gens se souviennent de la mission Apollo qui a fait atterrir des astronautes sur la Lune pour la première fois, la NASA a en fait lancé une mission habitée qui a emmené des astronautes sur la face cachée de la Lune en mars 1969, mais sans atterrissage. Il s'agissait de la mission Apollo 8. En mai de la même année, la NASA a envoyé 3 astronautes sur Apollo 10 en orbite autour de la Lune, en guise d'essai pour le grand événement qui allait se produire 2 mois plus tard. Le matin du 16 juillet 1969, sous le regard du monde entier, la mission Apollo 11 a décollé du centre spatial Kennedy. À bord se trouvaient 2 astronautes qui allaient connaître une renommée mondiale, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, le commandant de la mission. Cependant, il y avait un autre astronaute dont le nom ne vous dit peut-être rien. Michael Collins, 39 ans. Après un voyage de 76 heures, Apollo 11 a atteint l'orbite lunaire le 19 juillet. Le lendemain, à 13h46, le module lunaire, habité par Armstrong et Aldrin, se sépare du module de commande où se trouve Collins. Ce dernier ne marchera pas sur la Lune. Mais 2 heures plus tard, l'Eagle entame sa descente vers la surface de la Lune. À 16h17, le module se pose sur le bord sud-ouest de la mer de la Tranquillité. Armstrong a immédiatement communiqué par radio au centre de contrôle de Houston, au Texas, l'un des messages les plus célèbres jamais reçus. L'Eagle s'est posé. À 22h39, soit 5 heures plus tôt que prévu, Armstrong ouvre l'écoutille du module lunaire. Alors qu'il descendait l'échelle du module, une caméra fixée au vaisseau enregistrait sa progression et transmettait le signal vers la Terre, où des centaines de millions de personnes le regardaient avec impatience. À 22h56, alors qu'Armstrong descend de l'échelle et pose son pied sur la surface poudreuse de la Lune, il prononce l'une des citations les plus célèbres. « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Aldrin le rejoint sur la surface de la Lune 19 minutes plus tard, et ensemble, ils prennent des photos du terrain lunaire et plantent un drapeau américain. S'ensuivent quelques tests scientifiques simples et un appel téléphonique présidentiel avec le président Richard Nixon. À 1h11 le matin du 21 juillet, les 2 astronautes sont revenus sur le module et ont fermé l'écoutille. Les 2 hommes ont passé la nuit sur la Lune avant de revenir au module de commande à bord de l'Eagle. Aldrin a pris des échantillons et a rejoint Collins pour le voyage de retour qui s'est terminé par un plongeon dans l'océan Pacifique à 0h50 le 22 juillet, avec un accueil de héros. Aldrin et Armstrong sont devenus des célébrités instantanément. La NASA répétera l'alunissage 5 fois de plus, avant de l'abandonner le 14 décembre 1972. Au total, la NASA a fait atterrir une douzaine de personnes sur le satellite de la Terre. Les derniers humains à marcher sur la Lune furent Harrison Schmitt et Eugene Cernan de la mission Apollo 17. 20 missions Apollo étaient prévues, mais les 3 dernières ont été annulées. Que s'est-il passé exactement? Ou ne s'est-il pas passé? Après avoir conquis la Lune, la prochaine étape logique était d'y établir une présence permanente. À partir de là, la NASA pourrait créer un dépôt de carburant pour envoyer des vaisseaux spatiaux dans l'espace lointain, faciliter le lancement de télescopes spatiaux massifs comme le télescope spatial James Webb, préparer des missions habitées vers Mars ou même lancer le tourisme sur la Lune. Cependant, plusieurs obstacles se sont dressés sur le chemin de la NASA. Si l'esprit de compétition a stimulé le projet au stade initial, la mission dans son ensemble a suscité une certaine opposition. Le jour du décollage d'Apollo 11, tout le monde n'applaudit pas dans la zone de lancement. Un groupe de 500 manifestants, pour la plupart afro-américains, mené par le leader des droits civiques Ralph Abernathy, est arrivé devant les portes du centre spatial Kennedy quelques jours avant le lancement.
Ils ont mené avec eux 2 mules et un chariot en bois pour souligner le contraste entre la fusée Saturne V d'un blanc éclatant et les familles qui n'avaient pas les moyens de se nourrir ou de vivre décemment. Si vous ne savez pas qui est Abernathy, sachez qu'il était un proche collaborateur de Martin Luther King Jr. Abernathy a pris la tête de la marche des pauvres après l'assassinat de King. Un an plus tard, Abernathy et ses camarades étaient présents pour manifester leur mécontentement. En réalité, le programme spatial Apollo a eu un effet de division sur la population américaine. Alors qu'une faction soutenait la mission et la considérait comme un projet unificateur et énergisant, un autre considérait qu'il s'agissait d'un gaspillage d'argent et de priorités mal placées. Le dernier groupe estimait que l'argent aurait pu être mieux dépensé pour résoudre les problèmes de la société américaine. La question était de savoir si l'Amérique aurait dû dépenser 20 milliards de dollars pour gagner la course pour envoyer le premier homme sur la Lune. Ou le pays aurait-il dû plutôt prendre ce type d'engagement financier et politique pour s'attaquer à la multitude de problèmes qui affligent la planète, notamment la discrimination raciale, la pollution et l'inégalité entre les sexes. Abernathy rencontre l'administrateur de la NASA de l'époque, Thomas Paine, et demande que la NASA soutienne le mouvement de lutte contre la pauvreté, la faim et d'autres problèmes sociaux de la nation. Ce que Paine accepte de faire. En toute honnêteté, la NASA a essayé de tenir les promesses que Paine a faites à Abernathy. Par exemple, les ingénieurs de la NASA ont pris des capteurs initialement utilisés pour détecter les contaminants dans les capsules spatiales et les ont convertis pour mesurer la pollution atmosphérique urbaine. Dans le cadre d'un autre projet, ils ont utilisé l'isolation des vaisseaux spatiaux pour fabriquer de nouveaux types de murs et de fenêtres pour les logements sociaux. Un an après l'atterrissage emblématique, l'opposition au programme restait forte. Gil Scott-Heron a même sorti une chanson dont les paroles s'opposaient aux missions. Dans les mois et les années qui ont suivi, le soutien au projet s'est émoussé. La nation avait enregistré son triomphe sur l'Union soviétique et était passée à autre chose. D'autres questions ont pris le devant de la scène, comme la guerre du Vietnam, les droits civils, les droits des femmes, l'environnement, etc. En fait, moins d'un mois après le retour d'Armstrong et de ses coéquipiers sur Terre, près de 500 000 jeunes ont fait la caravane, de l'autostop et de la marche dans un trafic paralysé pour se rendre au festival de musique de Woodstock, dans le nord de l'État de New York, où ils ont dansé sous la pluie et dans la boue sur des chansons critiquant le pays, notamment pour son implication dans la guerre du Vietnam. L'histoire a-t-elle changé aujourd'hui ? La réponse est non. L'intérêt du public pour l'exploration lunaire reste tiède. Au plus fort du programme Apollo, seuls 53% des Américains pensaient que le programme en valait le coup. La plupart du temps, l'approbation d'Apollo par les Américains restait inférieure à 50%. Plus récemment, plus de 57% des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Insider ont reconnu que le retour sur la Lune était un objectif important pour la NASA. Mais ce chiffre ne dit pas tout, car seulement 38% des personnes interrogées estiment que la NASA devrait y envoyer des êtres humains vivants. D'autres, qui souhaitent que les États-Unis se posent sur la Lune, affirment que des robots pourraient se charger de l'exploration lunaire. Il est intéressant de noter que les Américains ne sont pas totalement opposés aux missions avec équipage dans l'espace lointain. 63% ont déclaré que la NASA devrait se concentrer sur l'envoi d'astronautes sur Mars. Cela signifie qu'Elon Musk n'aura peut-être pas de mal à trouver des colonisateurs volontaires pour son ambition martienne. Cependant, 91% pensent que la NASA devrait se concentrer sur le balayage du ciel à la recherche d'astéroïdes meurtriers. Un autre énorme problème auquel la NASA a été confrontée est celui du financement. Les missions spatiales, en particulier celles avec équipage, sont extrêmement coûteuses. On ne peut tout simplement pas prendre de risques avec la vie humaine, et cela complique sérieusement les missions. Prenez par exemple le budget de la NASA pour l'ensemble de l'année 2022. Le Congrès a alloué 24 milliards de dollars, ce qui semble être beaucoup d'argent. Cependant, lorsqu'on considère tous les programmes gérés par la NASA, il est évident qu'il n'y a pas assez pour envoyer des gens sur la Lune. Le JWST, par exemple, a coûté environ 10 milliards de dollars. La NASA finance également le Space Launch System, SLS, qui est devenu un véritable gouffre financier. La NASA attribue également un contrat de près de 4 milliards de dollars à SpaceX pour un système d'atterrissage humain sur la Lune. La NASA doit également financer des missions vers le Soleil, sans équipage bien sûr, Jupiter, la ceinture de Kuiper, le télescope spatial Nancy Gray, et la liste est encore longue. En comparaison, l'armée américaine a reçu 777 milliards de dollars. Le fait est que le budget de la NASA a diminué au fil des décennies. Il a culminé à 4% du budget fédéral en 1965, mais est resté bien en dessous des 1% pendant des décennies. Le président Trump a bien appelé à un retour sur la Lune, puis plus tard à une visite orbitale sur Mars. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery.
Mais compte tenu de l'explosion des coûts et des retards liés au programme de fusée SLS de la NASA, il était clair que le financement ne serait pas suffisant pour atteindre l'une ou l'autre destination. Et si les États-Unis finançaient les missions Apollo aujourd'hui, combien cela coûterait-il ? La coquette somme de 120 milliards de dollars. Mais il y a plus. Un rapport de 2005 de la NASA a estimé que le retour sur la Lune coûterait environ 104 milliards de dollars. Ce qui, grâce à l'inflation, représenterait plus de 133 milliards de dollars aujourd'hui. Cela nous amène à un autre problème lié au retour sur la Lune. La politique. Au fur et à mesure que le président et l'administration changeaient, l'objectif du gouvernement fédéral changeait aussi. Pour en revenir à Trump, si ses plans avaient fonctionné, la NASA serait retournée sur la Lune vers la fin de son second mandat. Mais bien sûr, il n'a pas été réélu. La préparation d'une mission habitée vers un endroit comme la Lune prend une période de temps qui dépasse les 2 mandats théoriques d'un président en exercice. Mais les présidents et les législateurs entrants abandonnent souvent les priorités du dirigeant précédent en matière d'exploration spatiale. En 2004, par exemple, l'administration Bush a chargé la NASA de trouver un moyen de remplacer la navette spatiale qui devait être mise à la retraite et de retourner sur la Lune. La NASA a élaboré le programme Constellation pour envoyer des astronautes sur la Lune à l'aide d'une fusée appelée Ares et d'un vaisseau spatial appelé Orion. La NASA a dépensé 9 milliards de dollars sur 5 ans pour concevoir, construire et tester le matériel de ce programme de vols spatiaux habités. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le président Barack Obama a prêté serment. Le Government Accountability Office a publié un rapport sur l'incapacité de la NASA à estimer le coût de Constellation et Obama a décidé d'abandonner le programme et a approuvé la fusée SLS à la place. Bien que le successeur d'Obama n'ait pas supprimé le SLS, Trump a modifié l'objectif d'Obama de lancer des astronautes vers un astéroïde, ramenant les priorités vers les missions sur la Lune et sur Mars. Où des changements aussi fréquents ont-ils laissé la NASA ? Ces coûteux changements de priorité ont conduit à des annulations successives, à une perte d'environ 20 milliards de dollars et à des années de perte de temps et d'élan. Mais il y a un autre obstacle auquel le retour de la NASA sur la Lune doit faire face, en dehors du soutien public, du financement et de la politique. Aller sur la Lune est incroyablement difficile. La Lune peut sembler attrayante dans le ciel nocturne, mais c'est un piège mortel pour quiconque ose s'y aventurer. Vous pouvez voir des photos d'astronautes d'Apollo souriant et saluant l'appareil photo. Pourtant, ils ont frôlé la mort plus souvent que vous ne l'imaginez. En fait, le président Nixon avait préparé un discours pour le cas où les astronautes mourraient. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Saviez-vous que la NASA a estimé que le risque de décès le plus élevé était qu'Armstrong et Aldrin ne puissent pas décoller lorsqu'ils quitteraient la Lune pour rejoindre Collins ? Fidèle à elle-même, l'agence s'est préparée à une telle éventualité. C'était la plus sinistre qu'on puisse imaginer. S'ils avaient échoué au lancement, Armstrong et Aldrin auraient été abandonnés sur la Lune. Le contrôle de mission aurait fermé la communication, l'euphémisme pour l'abandon, et les 2 hommes auraient eu l'option de mourir de faim ou de se suicider. Le président Nixon aurait alors dû lire le discours de la tragédie. Le discours se lit comme suit. Le destin a voulu que les hommes qui sont allés sur la Lune pour explorer en paix y restent pour reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, savent qu'il n'y a aucun espoir de guérison. Mais ils savent aussi qu'il y a de l'espoir pour l'humanité dans leur sacrifice. Ces 2 hommes sacrifient leur vie à l'objectif le plus noble de l'humanité, la recherche de la vérité et de la compréhension. Ils seront pleurés par leurs familles et leurs amis. Ils seront pleurés par leur nation. Ils seront pleurés par les peuples du monde. Ils seront pleurés par une terre-mère qui a osé envoyer 2 de ses fils dans l'inconnu. Heureusement, le discours n'a été rendu public que des décennies plus tard, mais songez à ce qu'il a fallu à la NASA pour faire atterrir Armstrong et Aldrin sur la Lune. La surface de la Lune est couverte de cratères et de rochers, ce qui rend l'atterrissage très risqué. Avant l'alunissage de 1969, la NASA a dépensé des milliards de dollars pour développer, lancer et livrer des satellites sur la Lune afin de cartographier sa surface et d'aider les planificateurs de mission à repérer les sites d'alunissage possibles d'Apollo. Imaginez le désastre que cela aurait été si le module lunaire d'Apollo avait atterri sur un sol trop mou et avait coulé. Cependant, l'atterrissage du module lunaire ne représente que la moitié du problème. Avant même de s'en sortir, les astronautes de la NASA sur Terre doivent faire face à une menace. Le régolithe ou poussière lunaire. Si vous n'avez pas à faire face au régolithe tous les jours, vous ne savez pas quelle chance vous avez. La Lune est recouverte de cette fine couche de poussière lunaire semblable à du talc, qui atteint plusieurs centimètres d'épaisseur dans certaines régions. Elle a été chargée électrostatiquement par l'interaction avec le vent solaire pendant des milliards d'années. N'oubliez pas que la Lune n'a pas d'atmosphère protectrice.
Le régolithe est très abrasif et collant. Il s'immisce partout, encrassant très rapidement les combinaisons spatiales, les véhicules et les systèmes. Quand les astronautes se déplacent, ils soulèvent des nuages de régolithe. Quand ils se déplacent en buggy, ils soulèvent encore plus de régolithe. La conception et l'essai de systèmes capables de résister aux régolithes de la Lune sont coûteux et nécessitent une technologie intensive. Le simple fait de concevoir des combinaisons spatiales capables de résister aux rigueurs du régolithe et à d'autres dangers coûte à la NASA des milliards de dollars et des années de recherche. Même la lumière du soleil va essayer de vous tuer sur la Lune. Il y a une période de 14 jours de lumière solaire et sans atmosphère, vous êtes complètement à sa merci. Si vous survivez, vous devrez ensuite faire face à 14 autres jours d'obscurité totale, où certaines des températures les plus froides de l'univers tenteront de vous achever. Un autre problème est celui de la main-d'œuvre de la NASA. Bien que l'agence compte de nombreuses personnes talentueuses dans ses rangs, le fait est qu'elle grisonne. Des sondages récents montrent que les jeunes Américains sont plus nombreux à vouloir devenir des stars de YouTube que des astronautes de la NASA. En quoi est-ce un problème pour la NASA de retourner sur la Lune? Il n'y a pas d'échappatoire. Les jeunes sont essentiels à ce genre d'entreprise. C'est d'eux que viennent la plupart des étincelles d'idées. Par exemple, l'âge moyen des membres du centre de contrôle de mission d'Apollo 13 était de 26 ans, et ils avaient déjà plusieurs missions à leur actif. Aujourd'hui, l'âge moyen au centre spatial Johnson de la NASA approche les 60 ans. Dites-nous ce que vous pensez du retour de la NASA sur la Lune dans la section des commentaires ci-dessous.